Voilà. Dans les combats de la diaspora, mais aussi de la situation nationale, parce qu'elle est très impliquée, elle est membre du CAP. Merci. Je remercie tous ceux qui ont répondu présent à cet appel. Donc, la fête de l'indépendance, nous ne fêtons pas l'indépendance, bien sûr, parce que nous ne sommes pas indépendants, mais il faut toujours marquer le coup, à rappeler que normalement le Congo devrait être indépendant. Nous avons au pays une dictature qui sévit depuis plusieurs années. Et je remercie énormément les organisateurs. Quand je parle d'organisateurs, je parle des intervenants qui ont participé, mais alors aussi financièrement, pour l'organisation de ce colloque. Mon exposé est basé sur la vacance du pouvoir au Congo-Brazzaville. Peu de périodes de l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, sont aussi sombres que celles que traverse aujourd'hui le Congo, un pays exsangue, ruiné, humilié et traumatisé. L'obstination d'une minorité de Congolais corrompus et repus, mus essentiellement par le lucre et la gestion gabégique de la chose publique, n'augure à court, moyen et long terme aucune éclaircie. Comment on irait-il autrement, là où la misère, la précarité et l'incertitude du lendemain font légion? Par ailleurs, la tendance à considérer le Congo comme sa chose à soi, que l'on se prend à défendre, y compris à l'arme lourde, à destruction massive contre et envers tout le peuple, singulièrement, plonge le pays dans un coma profond, dont il a du mal à se relever, surtout que s'organise la révolte populaire à défaut de dialogue. Le refus d'envisager l'échange formellement et organiquement structuré entre les forces de progrès et les forces de régression éloigne d'autant le consensus national. Toute attitude qui favorise la cristallisation des peurs et des oppositions, l'exacerbation des traumatismes et l'aggravation de la haine. L'intolérance et l'exclusion comme méthode de gouvernement induisent le règne de la politique, des injonctions administratives et de l'intégrisme monarchique, des arrestations arbitraires et de l'embastillement de la pensée créatrice et novatrice. Cette clé de voûte du passage en force des tenants d'un pouvoir sans pouvoir, là où la vie du souverain est expressément requis, en est la conséquence immédiate. Conscient que l'imposteur est de ne jamais l'obtenir autrement que par l'escroquerie, la violence et l'inquisition. L'atteste des opportunités ci-après. Le non-référendum du 25 octobre 2015. Le hold-up électoral du 20 mars 2016, intervenu sur la base des instruments juridiques illégaux et illégitimes. Le vide juridique qui rend obsolète l'ensemble des institutions du pays, la vacuité de la République constatée par la dissolution de la Constitution du 20 janvier 2002, elle-même inconstitutionnelle, et la non-constitutionnalité de l'avant-projet de Constitution du 25 octobre promulgué comme tel en violation flagrante de la souveraineté imprescriptible du peuple congolais, place le Congo devant un imbroglio politico-juridique qui exige que les Congolais s'asseyent pour établir l'ordre républicain désormais enseveli. Il s'agit de l'exhumer et de le rétablir dans ses droits séculaires et régaliens de gendarmes publics en vue de la justice sociale et de l'équité citoyenne. Au plan juridique, les actes posés par le pouvoir originel autoproclamé de Brazzaville, parce que émanant du coup d'État du 5 juin 1997, sont irrémédiablement et congénitalement frappés d'illégalité et d'illégitimité, quoi qu'ait été leur cheminement ultérieur, notamment au chapitre de leur mise en œuvre et de leur articulation. Parmi eux, le non-référendum du 25 octobre 2015, le décret portant promulgation du dit non-référendum, celui qui permet de constater le hold-up électoral du 20 mars 2016. Tous ces actes infectent puis la trahison et la démission nationale. Ils mettent à nu l'évidence d'une république bananière et la preuve d'un pays
voué à la merci de l'improvisation, de l'imposture, du gangstérisme, et pour tout dire, du terrorisme d'État, s'il en existe encore un. Toute l'activité gouvernementale post-1997 est, dans son expression même, contraire au droit attendu que la Constitution du 15 mars 1992, la seule vraie depuis l'indépendance, parce que seule et unique émanation authentique du peuple, récuse toute prise de pouvoir par la violence et exige la désobéissance civile contre tout pouvoir issu d'un coup d'État ou qui s'exercerait de manière tyrannique. Les affrontements fratricides qui ont suivi le coup d'État du 5 juin 1997 sont la preuve de la fidélité du peuple à sa constitution qu'il a défendue, y compris au sacrifice de son sang. Dès lors, tout ce qui a été fait en dehors d'elle n'en a nullement emporté son quitus. C'est alors appliqué à lui la formule du conquérant, celle de transformer la victoire militaire en victoire politique. Quoi de plus éloquent pour prouver que le Congo vit depuis sous l'emprise de l'esprit des vestiges d'une guerre qui se prolonge, se perpétue et se manifeste sous des aspects parfois déguisés, presque toujours attisés et entretenus par des artifices, faits de ruses et de malice sordide. Des tripatouillages électoraux, rendant sans objet et non crédible l'organisation, le vote, les dépouillements et la proclamation des résultats subséquents qui s'en trouvent de fait et de jurés invalidés parce que organisés et supervisés par des instances elles-mêmes ni légales, ni légitimes, encore moins consensuelles, ayant foulé aux pieds de surcroît, sinon le droit au bas mot et plus sûrement la jurisprudence congolaise en la matière. Au regard de ce qui précède, le contexte politique et juridico-administratif du Congo en 1997 est demeuré, du point de vue du droit, quasiment similaire à celui des années 2000, qui éclaire et conforte encore mieux la dissolution dans les mêmes formes et à quelques exceptions près de la pseudo-constitution de janvier 2002. Celle-ci classe le candidat potentiel en poste non partant dans la course à l'élection présidentielle de 2016. Les articles 57, 58 et 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 en constituent les verrous. Que vaut le droit pour lui? Le droit, c'est lui, sa volonté et ses désirs, la loi. N'a-t-il pas besoin d'une constitution taillée sur mesure? Peu lui importe, le camp dira-t-on. Il est la solution, quitte à brûler le pays si quelqu'un le croisait sur son chemin. Tout doit être entrepris pour ramener l'habit à sa taille. Faute de le faire, le pays s'exposerait à la violence aveugle et sanglante exercée sur le peuple par une garde prétorienne, une police milicienne et ses milices privées lorsqu'il ne s'agit de troupes étrangères et de mercenaires, tous des tueurs à gages. D'aucuns ont ignoré à dessein ce que tout le monde sait et savait. La solution de la sortie de crise au Congo fut et demeure dans la convocation, l'organisation et le déroulement pertinent et citoyen d'un vrai dialogue entre les protagonistes, c'est-à-dire les états-majors politiques de chacune des parties au conflit. Une disposition qui n'a jamais été acceptée par le belliciste de tous les temps et de toutes les situations conflictuelles au Congo, depuis les 13, 14, 15 août 1963 et même peut-être avant avec son recrutement à controverse aux forces armées congolaises. À l'imposture s'est substitué l'imposture et à la guerre des armes. Concurremment, le bâillonnement du peuple ainsi que la guerre du verbe et de l'agir politique effectué sous l'emprise du monologue, de la contrefaçon, de la tricherie et de l'ensemble des mots constitutifs d'un état de dictature à l'exclusion de l'état de droit. La conférence nationale souveraine, un autre rendez-vous manqué, non du fait d'elle-même, mais de ceux qui du pays ne voient qu'eux-mêmes. Le ratage par le pays, une fois de plus, de la possibilité de se réconcilier avec lui-même est une calamité, une grande déception quant à l'engagement patriotique, relever le défi, un pari toujours ajourné, le refus par le pouvoir d'accéder à l'idée d'organiser avec toutes les composantes de la Maison Congo un véritable dialogue, et son obstination à ne convoquer que des monologues, ces échanges de soi-même avec soi-même, ainsi que l'attestent les différentes pseudo-concertations à l'allure des dîners de gala
ont engendré la ruine de l'âme et l'autodestruction nationale. L'on comprend dès lors que les putschistes se soient attaqués en premier lieu à l'abrogation crapuleuse de la Constitution du 15 mars 1992, conçue, élaborée et adoptée pour sa présidence du premier d'entre eux, aux seules fins d'en effacer, selon eux, la mémoire. Il n'est pas également trop savant que de se convaincre de ce que, par son acte précipité, mais prémédité, de dissolution de cette Constitution, Monsieur les putschistes l'ait fait comme pour se prémunir des dispositions dérangeantes, considérées comme de véritables entraves à la réussite de leur prononciament permanent que sont une gouvernance électorale éminemment et démocratique qui ne laisse aucune place aux tripatouillages électoraux en amont comme en aval. L'organisation intellectuelle et physique des scrutins par une commission nationale électorale indépendante. La durée du mandat fixé à 5 ans. Une gouvernance administrative fondée sur le partage et la séparation effective des pouvoirs, d'un pouvoir ne favorisant ni n'autorisant aucune dérive, ni monarchique, ni dynastique. Par ailleurs, le préambule de la Constitution du 15 mars 1992 rappelle, en les condamnant, entre autres situations, l'intolérance et la violence politique, lesquelles ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme un seul moyen d'accéder au pouvoir et à annihiler l'espoir d'une vie véritablement démocratique. L'insertion dans le corps même de cette constitution de la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés adoptée par la Conférence nationale souveraine du 29 mars 1991. Il nous incombe d'œuvrer patiemment d'un pas ferme et intelligible à la construction d'une société démocratique aux fins d'ouvrir au bénéfice du pays les voies traditionnelles de la civilisation et de faire éclore les conditions susceptibles de s'assurer et de promouvoir l'émergence d'une société civile et politique apaisée. Le pays doit bénéficier de l'intense, ferme et intellectuelle dont il est lui-même le formateur et le réceptacle. Ce faisant, le pays doit s'organiser pour obtenir des intellectuels et de la classe moyenne les premiers sur le plan moral et technico-scientifique, les seconds sur le plan matériel partant de la production, les uns par la théorie et l'illustration, les autres par le bon sens et l'exemplarité. Qu'ils soient des auxiliaires de la classe politique dans l'œuvre immense et colossale de la construction et du rayonnement de la cité. Devant un tableau hypnotique auquel, aussi démentiel qu'incivique, la récidive dans le crime comme dans la répudiation de la République, le déni du droit, l'institutionnalisation de l'imposture et du non-État expliquent en le justifiant le refus de négocier avec un monde virtuel, car à leurs yeux, il existerait davantage en tant que citoyen mercenaire qu'en tant qu'homme d'État digne de cette qualité. Nous ne le soulignerons jamais assez. L'imposture toute particulière que revêt pour un pays et ses citoyens la Constitution de la République. C'est un contrat dont les clauses sont tellement précieuses qu'elles sont reconnues inviolables. La moindre modification selon les modalités non requises les rend vaines et de nul effet et fait rentrer chaque contractant dans ses premiers droits, ses droits initiaux, voire naturels. Tout acte qui correspond à son renoncement par voie de fait à ses engagements conventionnels devenus caducs. C'est la situation du Congo depuis longtemps déjà, singulièrement depuis le non-référendum du 20 octobre 2015 et l'élection scélérate et invalide du 20 mars 2016. Il en résulte la consolidation du non-État et l'affirmation non contestable de la force de la loi, de la jungle, du droit de la force sur la force du droit, donc du plus fort sur le plus faible. Non parce qu'il le serait en valeur intrinsèque, mais parce que disposant à titre exclusif et personnel par l'imposture de la totalité sans le peuple et son patrimoine culturel, de l'intellect notamment des moyens de la République.
un bien commun au demeurant inaliénable. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Pour trouver des solutions à une crise qui se renforce, qui perdure et que le gouvernement au demeurant non légitime ne peut seul endiguer, une crise dont la caractéristique essentielle est une économie agonisante, une précarité avancée, des choix et réalisations économiques à rentabilité immédiate et mitigée pour certains, paralysants, déstructurants et uniquement de prestige pour bien d'autres. Un endettement excessif pour des résultats médiocres. Des tensions sociales et politiques exacerbées. Le délitement de l'État. La déchéance des valeurs politiques, morales, éthiques, culturelles et sociales. L'intolérance et l'exclusion comme méthode de gouvernement. Les injonctions administratives. La dérive monarchique et théocratique. L'intégrisme clanique comme support objectif du népotisme, de la corruption, de la concussion et de la délation. Un état de siège permanent, non point pour la défense du territoire et la protection des populations, mais uniquement pour le bâillonnement du peuple, la dérive monarchique et le bannissement de la démocratie. La dictature et le passage en force dans tous les actes de la vie économique, politique, culturelle et sociale. Le recours au coup d'État en vue de la prise du pouvoir et de son maintien aux commandes d'un pouvoir originellement usurpé. Un pouvoir issu d'un coup d'État qui ne peut lui garantir ni légalité ni légitimité. Le référendum pirate du 25 octobre 2015, dont la substance basique n'a fait l'objet ni de diffusion générale préalable, ni de soumission au peuple pour un examen approprié et opportun, à même de justifier et de motiver son vote. La promulgation d'une constitution dont l'avant-projet encore au brouillon n'était pas connu du peuple, sauf de ses seuls auteurs. L'organisation de l'élection présidentielle sur la base du brouillon d'un avant-projet de constitution n'ayant jamais obtenu ni le vote ni l'adhésion du peuple. La caducité de la constitution du 20 janvier 2002 elle-même, déjà inconstitutionnelle, à laquelle se sera substitué sans le verdict crédible des urnes l'avant-projet de la constitution encore au brouillon du 25 octobre 2015. Tout cela réuni atteste que depuis le 25 octobre 2015, singulièrement à la date de promulgation de la pseudo-constitution, le Congo est rentré dans une situation extrême de non-droit, ayant aggravé le défaut caractérisé de légalité et de légitimité des institutions d'une république qui a cessé d'exister formellement, politiquement, objectivement, physiquement, intellectuellement, éthiquement, culturellement, socialement, humainement et juridiquement depuis déjà bien longtemps. C'est pourquoi, devant un vide aussi béant et face à un déni de droit aussi notoire et monstrueux, lequel installe piteusement le flou, l'inconfort et la confusion dans la gestion des affaires, tant publiques que privées, échoit-il à l'ensemble de la classe politique et au nom du peuple congolais d'œuvrer à la recherche des voies et moyens prompts à rétablir la légalité et la légitimité comme seule opportunité ultime susceptible de faire renaître la confiance, la considération et le respect de l'autre, aujourd'hui dangereusement et crapuleusement entamé. D'où l'urgence de la convocation d'une instance consensuelle dotée de pouvoirs étendus et exceptionnels, seule capable de réhabiliter la République et de la rétablir dans ses droits et ses attributs existentiels et basiques. En avant pour le changement, dans la paix, la liberté, le progrès et la démocratie, en vue de l'émergence d'un État de droit garant d'une République laïque, juste, une et indivisible, citoyenne et concurrente. Je vous remercie. Bon, c'est une problématique très grave, hein. C'est la vacance institutionnelle et juridique du pouvoir. Donc il y a un vide, n'importe qui peut prendre le pouvoir. Et c'est ce que vous ne voulez pas, que n'importe qui puisse prendre le pouvoir. D'où l'instance consensuelle. Et alors, le problème, est-ce qu'on peut penser aussi à une substitution d'un gouvernement éventuel? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la chose suivante. Nous sommes dans une problématique très dangereuse. Le coup de force peut venir de partout. Quand on
proclame, on prononce la vacance du pouvoir. Est-ce que, indépendamment de cette instance constitutionnelle comme proposition, vous pensez aussi à une gouvernance, maintenant ou pas, de substitution? Disons en fait, disons aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, il y a un vide juridique. Sassou Nguesso s'est installé, c'était encore une fois autoproclamé président de la République. Donc effectivement, n'importe qui peut prendre le pouvoir. On a eu l'exemple du général Mokoko qui n'était pas du tout politique. Hein. On a vu l'engouement du peuple congolais quand il est allé sur le terrain. Le peuple a soif. Il a soif. Ce peuple-là veut absolument le départ de Sassou Nguesso. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à l'agonie. Le peuple est à l'agonie. Donc le général Mokoko est apparu comme un peu le libérateur hier, parce qu'il portait, comme on l'a dit ici, et même les galants, lui étant général d'armée, Sassou étant lui-même un général d'armée, je pense que le peuple y a cru. Hein, donc nous avons cru que vraiment Mokoko était la solution. Bon, au sein de la diaspora, nous pouvons, pas seulement la diaspora d'ailleurs, les Congolais peuvent aujourd'hui s'unir et faire un front contre ce système. C'est seulement dans l'unité que nous y arriverons. Effectivement, nous avons parlé du Parlement libre entre-temps. Hein, pourquoi pas au Tibet, il y a un Parlement libre. Mais cela ne peut se faire qu'avec la participation des politiques qui sont à l'intérieur du pays. Hein, donc il faut vraiment que la diaspora soit donc que nous soyons les représentants de ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Parce que la politique, nous disons politique aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfin, des hommes politiques, des femmes politiques, mais nous sommes à l'extérieur du pays. Nous ne maîtrisons pas le terrain. Mais au Congo, nous avons ceux qui sont sur place qui maîtrisent le terrain. Donc on a tout intérêt à mettre ensemble nos forces pour arriver à bout de ce système.